Oui, merci Laurent. Alors, je vais maintenant vous présenter notre premier orateur, donc, qui est Michel Meyer. Alors, Michel a obtenu en 1990 un diplôme d'ingénieur de l'École européenne des hautes études des industries chimiques de Strasbourg. C'est long à dire. Son parcours ensuite est passé par une thèse à l'Université de Strasbourg, un stage postdoctoral à Berkeley et un poste d'assistant à l'Université de Neuchâtel, donc en Suisse. Ensuite, il a été recruté comme chargé de recherche au CNRS dans le laboratoire qui est devenu en 2007 l'Institut de chimie moléculaire de l'Université de Bourgogne à Dijon, donc où il est en poste actuellement. Alors, Michel combine des approches structurales, thermodynamiques et cinétiques dans l'étude physico-chimique des équilibres et des mécanismes de formation et de dissociation de complexes métalliques en solution. Les principaux systèmes qu'il étudie impliquent des chélateurs biologiques et leurs modèles pour la séquestration d'actinides. Dans le domaine de la chimie séparative, il a travaillé sur la caractérisation de matériaux hybrides dans des procédés d'extraction solide-liquide de métaux toxiques et il a obtenu pour ses travaux un prix des techniques innovantes pour l'environnement qui a été décerné par l'ADEME en 2009. Récemment, en collaboration avec deux équipes de l'IRSN, il a développé aussi des résines d'extraction solide-liquide pour la préconcentration de l'uranium en milieu aquatique. Alors, certains d'entre vous, si ce n'est une majorité, le connaissent déjà parce qu'il a été membre du conseil scientifique du GDR de 2016 à 2021. Et personnellement, je le connais depuis pas mal d'années, je ne sais plus exactement quand, parce qu'on faisait partie d'un même GDR dans les années, je ne sais plus, 2000, oui, dans les années 2000, qui s'appelait GDR Practice et ensuite Paris, donc, qui s'occupait de retraitement de déchets nucléaires. Alors, le titre donc, de la présentation aujourd'hui de Michel, c'est Spéciation de complexes métalliques en solution aqueuse. Et donc, maintenant, je te donne la parole, Michel. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui, oui, ça va très bien. Parfait. Oui. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et pour l'introduction que tu as faite, Jean-Pierre. Donc, je ne sais pas, est-ce que je partage peut-être pas encore mon écran? Est-ce que partager? Voilà, c'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait. Parfait. Très bien, donc je vais essayer de vous entretenir un peu cet après-midi de la problématique de la spéciation de complexes métalliques en solution aqueuse. Donc, c'est une activité là, qui me préoccupe là, depuis le début de ma carrière en chimie de coordination en solution. Voilà, donc je prétends pas en 30-40 minutes cet après-midi de brosser un panorama complet de toutes les méthodes, de tous les petits trucs de laboratoire qu'il faut connaître. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions particulières, bon, en dehors du petit temps qui va être alloué pour les questions, pour la discussion, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me contacter. Et voilà, je répondrai volontiers à vos questions. Alors, la spéciation de complexes métalliques, donc le concept même de… J'aimerais bien avancer ma diapo. Ça n'avance pas. Bon. J'ai l'impression que tout est figé. Ah, voilà. Voilà, donc le concept de spéciation il a été clairement défini par l'IUPAC, qui considère que c'est la distribution d'un élément parmi différentes formes. Alors, on se réfère en termes de forme à sa composition isotopique, au degré d'oxydation, voire aux différentes formes moléculaires ou sous forme de complexes métalliques, métal-ligand, que se trouve cet élément dans la solution. Donc, l'analyse de la spéciation, en fait, c'est utiliser les concepts et les méthodes de la chimie analytique pour déterminer
et identifier les différentes formes donc, de notre élément en solution et déterminer la concentration de ces formes donc, dans la solution. Donc, plus personnellement, je vais plutôt définir la spéciation comme une activité qui va me permettre de connaître le nombre d'espèces, la stoichiométrie de ces espèces et la stabilité de ces espèces en équilibre en solution. Alors, quand on parle de complexes métalliques, ben, on va parler donc je vais rappeler dans quelques planches là, les concepts de base. Donc, on va parler d'équilibre. Donc, on va décrire la formation d'un complexe métallique de stoichiométrie générale MLH à partir du métal toujours dans sa forme aquaion, donc totalement exempt de ligand autre que le solvant. Le ligand va être considéré dans sa forme totalement déprotonée, donc c'est la base libre, la base conjuguée, et éventuellement faire réagir des protons. Donc, lorsqu'on n'a que les constituants de base, donc le métal, le ligand, le proton, comme réactifs, on considère qu'on a affaire à un équilibre dit global. Et à cet équilibre global, on va associer une constante d'équilibre global, qu'on va noter bêta en général dans la littérature, qu'on va affecter, j'aime bien affecter en indice les coefficients stoichiométriques en métal, en ligand, proton du complexe conforme. Comme ça, on va se repérer facilement lorsqu'on a différentes constantes d'équilibre listées. Et ces constantes… Désolé, monsieur. Allô? Je ne peux pas entendre bien ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas ce que le problème. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde, ou j'ai un problème? Non, non, on t'entend pas. Moi, je t'entends très bien. Je vous entends très bien aussi, oui. Voilà, donc il y a une personne, je ne sais pas, vous l'avez entendu, hein, qui entend mal. Maintenant, c'est bon, merci beaucoup. Très bien. Bon, je vais essayer de reprendre le partage. Voilà. Donc, une constante d'équilibre thermodynamique, en fait, bêta 0, hein, on va l'appeler petit O, là, pour bien montrer que c'est une constante thermodynamique. Par définition même, elle est définie comme un rapport d'activité entre les produits de la réaction et au dénominateur, on retrouve donc les activités des constituants. Michel, on n'a plus ton transparent, là. Oui. On n'a plus ton transparent à l'écran. Vous ne voyez pas ma diapo? Non. Ah, j'ai peut-être pas… On ne le voit plus. Ah, donc j'ai perdu le partage. Ouais. Ah, c'est compliqué. Bon, pour l'enregistrement, ça va peut-être pas terrible. Voilà. On recommence, je ne sais pas. Voilà, c'est parfait. Oui, c'est bon maintenant. OK. Merci. Voilà. Donc, les constantes d'activité thermodynamique s'expriment en fonction du rapport des activités des produits divisé par l'activité des constituants élevés à la puissance du coefficient stoichiométrique. Bien sûr, cette constante thermodynamique s'exprime également comme l'exponentielle de moins le delta G de la réaction divisé par RT. Alors, pour avoir une formulation complète, dans certains cas, le métal il peut s'hydrolyser et donc les réactions d'hydrolyse, généralement, on va les noter en faisant réagir l'eau et non plus le proton comme réactif. Et donc, on va avoir libération d'autant de protons que de molécules d'eau qui interviennent dans la réaction. Et dans ce cas-là, on va noter le dernier indice qui correspond donc au nombre de protons échangés. On va utiliser un indice négatif. Donc, si vous avez une valeur négative sur le dernier indice, pensez toujours qu'il s'agit d'une réaction d'hydrolyse et donc formation d'une espèce hydroxylée. Alors, ces constantes thermodynamiques ne dépendent que du solvant, notamment de la constante diélectrique, donc il peut avoir une influence énorme sur la valeur de la constante d'équilibre, mais également de la température. Là, je vous réfère simplement à la loi de Van 't Hoff et la variation donc, de l'enthalpie libre de Gibbs en fonction donc, de l'enthalpie et de l'entropie. La thermodynamique s'exprime en fonction donc, des rapports d'activité, et les activités sont des grandeurs relativement difficiles expérimentalement à mesurer, donc on a l'habitude de les exprimer comme le rapport de la concentration effective de l'espèce divisée par la concentration de cette même espèce à l'état standard, multiplié par un facteur d'activité. Donc l'état standard, en fait, on le choisit arbitrairement, enfin, par raison de commodité, on va considérer qu'une solution molaire, si on travaille dans l'échelle des concentrations molaires, ou un molal, si on est dans l'échelle de concentration molale, donc en mol par kilogramme, donc on est à l'état standard quand la concentration vaut une unité de concentration. Donc ça permet en fait de simplement diviser toutes ces concentrations par 1
Et donc, dorénavant, je ne montrerai plus les concentrations à l'état standard, puisqu'on va à chaque fois diviser par 1. Ça permet en fait d'exprimer une constante d'activité qui est une grandeur sans unité. Donc, on va multiplier ce rapport de concentration par un facteur d'activité. Ce facteur d'activité reflète la non-idéalité de la solution, en d'autres termes, les interactions entre les différents ions, entre les molécules de solvant et les différents constituants. Donc, on peut décomposer le terme, la constante d'équilibre, en un terme qui correspond qu'à des rapports de concentration, et donc qui traduit la loi d'action de masse, la loi de Le Chatelier, et des termes qui reflètent les effets de milieu, la non-idéalité de la solution, qui sont donc ces coefficients d'activité. Coefficients d'activité individuels des espèces qu'en principe, on n'arrive pas à déterminer expérimentalement. Donc, une solution pour évaluer la constante thermodynamique, c'est de travailler dans des conditions extrêmement diluées. Donc, en fait, les facteurs d'activité vont tendre vers 1, et donc le rapport de concentration va tendre vers la valeur limite, qui est la constante thermodynamique. C'est une solution en pratique peu utilisable, puisqu'en fait, plus on travaille dilué, plus il est difficile d'avoir des outils analytiques suffisamment sensibles pour déterminer de très faibles concentrations. Donc, une autre alternative, c'est d'estimer ces facteurs d'activité à l'aide de lois empiriques. Donc, il y a différents modèles. Donc, ça reste des modèles. Et donc, ce n'est pas recommandé, en fait, d'utiliser ces modèles de Bayukel, Sick, Pitzer, voilà, qui sont parfois difficiles à employer parce que mal paramétrés ou tous les paramètres ne sont pas disponibles dans la littérature. Donc, la solution pratique consiste simplement à ajouter un sel de fond en très large excès par rapport à tous les constituants, le métal, le ligand et le proton. En excès large, ça veut dire au moins 10 équivalents ou plus de sel de fond. Donc, la force ionique totale de la solution va être principalement déterminée par la concentration du sel de fond qui, elle, ne va pas varier au cours de l'expérience. Et donc, ça suppose que les facteurs d'activité qui sont fonction de la force ionique vont eux aussi rester à peu près constants. Donc, si ce terme de facteur d'activité reste constant, en fait, le rapport des concentrations, lui, va aussi être constant et on définit désormais une constante globale apparente. Donc, on note toujours bêta MLH, mais on n'a plus le petit rond là qui indique la constante thermodynamique. Ces constantes apparentes dépendent toujours du solvant et de la température, mais en plus vont dépendre fortement de la force ionique et de la nature du sel de fond utilisé, puisque ce sont ces deux paramètres qui influencent les valeurs des coefficients d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme sel de fond? On va privilégier un sel qui a un électrolyte fort, de préférence avec un cation, un anion monovalent. Donc, typiquement, on va utiliser des sels commercialement disponibles sous des formes très pures, telles que le perchlorate de sodium, les chlorures de sodium, chlorure de potassium, KNO3, ainsi de suite. Donc, il faut évidemment que ces sels soient très purs. D'autre part, puisqu'on va travailler des concentrations qui peuvent atteindre 2 molaires, 3 molaires de sel de fond, donc quelques ppm d'impureté peuvent commencer à interférer sérieusement vos mesures si vous travaillez à des concentrations faibles en ligand. Et ces sels doivent avoir une haute solubilité dans l'eau. Donc ça exclut du travailler avec du perchlorate de potassium, qui est très peu soluble dans l'eau. Et on verra ensuite que ça pose aussi parfois des problèmes d'avoir des milieux potassiques. Voilà, il faut qu'il soit disponible commercialement sous une forme la plus pure possible. Alors, je mentionne ici en particulier les sels de tétralkylammonium qui sont parfois utilisés, qui sont généralement impurs quand vous les achetez, puisqu'ils sont toujours, ils contiennent souvent des traces, et parfois des quantités plus importantes, de la triamine correspondante qui se comporte comme une base faible. Donc ça, quand vous faites des mesures de pH, ça peut poser des problèmes et il faut recristalliser les sels commerciaux. Donc, le choix du sel de fond, il va dépendre un peu du système chimique que vous allez étudier. On va essayer de choisir un sel qui n'interfère pas avec les ligands et les métaux que vous allez étudier. Donc, par exemple, on utilise des aminocarboxylates, je pense à l'EDTA, le DTPA, ainsi de suite. Ce sont des ligands qui complexent faiblement, mais significativement malgré tout le sodium, un peu moins fortement le potassium. Et donc, si vous voulez avoir des valeurs les plus justes possibles de vos constantes d'équilibre, il est recommandé d'utiliser des sels de tétralkylammonium. Alors, bien sûr, je n'insiste pas sur les éthers couronnes ou les cryptans qui sont d'excellents complexants du sodium, du potassium, des alcalins, des alcalinaux en général. Donc là, vous aurez des valeurs évidemment fausses si vous travaillez avec ces sels alcalins.
L'anion peut aussi interagir avec votre métal. Je pense en particulier aux chlorures qui forment des chlorocomplexes. Certains deviennent insolubles, comme le chlorure de plomb qui va précipiter. Donc là, il faut utiliser soit des nitrates, soit des perchlorates. Et quand vous êtes en milieu organique, souvent, on peut utiliser des anions plus solubles, tels que les triflates, les BF4, les PF6. Par ailleurs, votre sel de fond ne doit pas interagir aussi avec votre système de mesure. Donc, je reviendrai un peu plus en détail par la suite sur l'électrode de pH, qui est notre instrument de mesure très important dans les études de détermination de constante d'équilibre, où il peut y avoir une interférence alcaline en milieu basique avec les ions alcalins, en particulier le lithium, très forte interférence, le sodium qui interfère au-dessus de pH 12. Donc, quand on utilise l'électrode de verre, il faut essayer de privilégier les milieux potassiques ou tétralkylammonium. Quand vous utilisez une électrode de pH en verre, vous avez forcément une électrode de référence. Les électrodes de référence sont typiquement remplies avec une solution de KCl. Et si vous mettez en contact une solution de KCl via la jonction liquide, qui est souvent un verre frité, avec une solution de perchlorate, au niveau du frité, vous pouvez avoir un précipité de perchlorate de potassium qui va vous boucher le frité et votre électrode de référence ne fonctionne plus. Donc, il faut absolument s'affranchir du KCl, en tout cas du potassium, dans le liquide de remplissage de votre électrode. Donc, la solution la plus simple, c'est de remplacer le KCl par du NaCl. Et donc, quand vous travaillez en milieu perchlorate, ça marche très bien. Quand vous faites de la spectroscopie d'absorption UV visible, pensez au nitrate qui absorbe en dessous de 300 nanomètres. Donc, les sels de fond, je dirais presque idéal, c'est le perchlorate de sodium. Néanmoins, il conduit quand même à de l'interférence alcaline en milieu basique avec certaines électrodes de verre. Il faut prendre quelques précautions. Et il faut surtout remplacer le liquide de remplissage de votre électrode de référence par du NaCl. On peut utiliser du KNO3, bon, avec l'inconvénient qu'il va absorber dans l'UV, et également la formation de complexes nitrato dans des gammes de concentration un peu élevées en sel de fond. Les sels de tétralkylammonium, pensez à les recristalliser. Les sels de chlorure sont toujours un peu problématiques suite à la formation de chlorocomplexes en solution. Et malgré tout, le NaCl, ça reste un milieu parfois intéressant, malgré les interférences possibles, puisque c'est le sel qui représente le mieux les conditions in vivo, puisque je vous rappelle que là, in vivo, on a une concentration à peu près de 0,15 molaire de NaCl. Voilà, alors les constantes d'équilibre, on peut les définir de manière globale à partir des constituants. Par exemple, un métal réagit avec deux ligands pour former l'espèce Ml2, mais on peut également exprimer la formation de ce complexe Ml2 à partir d'un réactif qui est déjà un complexe, c'est le complexe Ml auquel on va rajouter un deuxième ligand. Et donc, quand on va écrire l'équilibre de cette manière-là, on va parler de constantes successives ou de constantes étagées. Et donc, ces constantes étagées, on va les appeler K généralement, et on va garder toujours les mêmes indices, 1, 2, 0, pour appeler la stoichiométrie du complexe formé. Donc, on peut montrer très facilement que les constantes globales s'expriment comme le produit des constantes successives, ou dans l'échelle logarithmique, on a donc le logarithme de la constante globale, qui est la somme des logarithmes des constantes successives. Donc, quand on fait des calculs, donc pour des commodités de calcul, on manipule généralement des constantes globales, les bêta. Néanmoins, par exemple, je donne ici l'exemple de la formation de complexes de zirconium avec des anions fluorures. Donc, on peut former 5 complexes différents qui vont entre 1 et 6 fluorures fixées dans la sphère de coordination. On voit que ces constantes globales ne font qu'augmenter. Néanmoins, elles permettent difficilement d'apprécier les différents effets qui conduisent à la stabilité de ces espèces. Donc, on a plutôt l'habitude, d'un point de vue du chimiste, pour vraiment interpréter ces données, d'exprimer les constantes successives. Donc, on obtient simplement par la différence, par exemple, pour la log K110, c'est la même chose que la log bêta, évidemment. En revanche, pour le log K120, on va l'obtenir par la différence entre le log bêta 120 moins log bêta 110. Donc, c'est 10,25 moins 5,89, on est à 4,36. Donc, la fixation du deuxième fluorure, finalement, elle conduit à un complexe un peu moins stable que la fixation du premier fluorure. Et en fait, on constate que, au fur et à mesure que l'on substitue une molécule d'eau de la sphère de coordination par un fluorure, les constantes successives diminuent progressivement. Au début, c'est une diminution quasi linéaire, puis après, il y a un aspect un peu plateau.
Alors, pourquoi ces constantes diminuent? Simplement parce que la charge du complexe qui réagit avec l'anion fluorure diminue graduellement, et donc l'interaction électrostatique diminue. L'attraction électrostatique est moins forte, le complexe est moins stable. Par ailleurs, il y a ici un effet statistique, puisque le fluorure qui entre a de plus en plus de difficultés à trouver une place vacante pour se lier au zirconium. Donc ça aussi, ça explique pourquoi les constantes successives diminuent. Donc voilà, on interprète beaucoup plus facilement les constantes d'équilibre quand on les exprime de manière successive. Alors, ces constantes d'équilibre, je dis, on a des centaines de milliers qui ont été mesurées depuis plus de 50 ans maintenant. Donc, on va les trouver dans une littérature foisonnante. Et bien, évidemment, il y a des données qui ont été compilées par différents organismes. Alors, par exemple, l'IUPAC a créé une base de données qui résume juste les constantes, publication par publication. Il y a d'autres organismes, comme le National Institute of Standards and Technology, enfin, il y en a d'autres en Europe, qui ont compilé des données qu'ils appellent critiques, c'est-à-dire qu'ils ont évalué les données proposées dans les différents articles et ils ont sélectionné les valeurs qu'ils estiment les plus correctes pour chaque système. Donc, évidemment, il faut toujours essayer de chercher des constantes dites critiques. Et je mentionne en particulier cet article récent qui, en fait, vous donne, je dirais, des liens vers les principales bases de données qui sont actuellement disponibles. Sachant que beaucoup de ces bases de données, je pense notamment à ces deux-là, ne sont plus entretenues malheureusement à l'heure actuelle. Il y a aussi une base de données du BRGM, donc je pense qu'il y a quelqu'un du BRGM qui va parler après moi, donc je pense qu'il est important de mentionner la base de données que propose le BRGM, j'ai mentionné ici le lien. Et dans le cas de l'hydrolyse des cations métalliques, bon, ça c'est quand même des données dont il faut absolument tenir compte quand on détermine expérimentalement des constantes. Ben, on va aller chercher dans la littérature. Donc, j'ai mentionné deux ouvrages vraiment importants dans le domaine. L'ouvrage de Bayes and Mesmer, paru en 1976, bon, qui commence à dater un peu. En 2016, il y a Brown et Edberg qui ont publié une nouvelle compilation avec beaucoup plus de données, évidemment, qu'en 1976. Et donc là, ces deux livres, en fait, ils couvrent la quasi-totalité des éléments du tableau périodique, tandis qu'on va trouver des données critiques vraiment de très haute qualité, malheureusement que pour quelques éléments qui sont mentionnés ici, dans des livres qui sont, donc c'est des ouvrages qui sont en accès gratuit sur le site de la Nuclear Energy Agency, l'agence pour l'énergie nucléaire. Et puis, quand on ne trouve pas les données dans la littérature, ma foi, on essaye de les mesurer. Et pour ça, on va utiliser toute une batterie, je dirais, de méthodes analytiques que j'ai mentionnées. C'est une liste à l'après-vert. Et il y en a bien d'autres que je n'ai pas mentionnées. Donc, il y a la méthode de choix pour déterminer des constantes d'équilibre, surtout en solution aqueuse. Ça reste avant tout la potentiométrie avec des électrodes spécifiques. Et il y a une électrode spécifique qui est la plus courante et puis je dirais la plus qui donne les meilleurs résultats. Ça reste l'électrode de verre, c'est-à-dire l'électrode de perche. Donc, on va effectuer des titrages acide-base, de la potentiométrie, de la protométrie. Voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, je vais appeler ça de la potentiométrie. Je vais en parler en détail un peu plus après. Il y a d'autres techniques électrochimiques, la voltamétrie, la polarographie qui peut être utilisée. Malheureusement, elle est un peu limitée, la polarographie, à des éléments qui forment notamment des amalgames avec des électrodes, par exemple, de mercure. Donc, bon, ça limite un peu le champ d'application. La conductivité qui a été utilisée un petit peu autrefois pour mesurer des constantes de protonation de ligands. Bon, ce n'est plus une méthode qui est beaucoup utilisée. Alors, il y a toutes les méthodes spectroscopiques. Notamment, la plus courante, c'est la spectroscopie d'absorption UV visible. Quand la molécule elle est chirale, on peut utiliser du dichroïsme circulaire. Ça donne des informations complémentaires. Si votre molécule contient un chromophore qui fluoresce ou le métal que vous utilisez est un luminescent, je pense à l'europium, au terbium, à certains lanthanides, donc, et également à l'uranyle, uranium-6, vous pouvez utiliser la spectrométrie d'émission, notamment résolue dans le temps avec une source d'excitation laser. Les spectroscopies vibrationnelles peuvent être très intéressantes. Alors, l'infrarouge, pas tellement dans l'eau, parce que c'est toujours difficile de mesurer les spectres infrarouges dans l'eau. Par contre, la spectroscopie Raman peut être très efficace, notamment avec des oxocations tels que l'ion uranyle, vanadyle. Donc là, vous avez des modes de vibration métal-oxygène qui permettent donc de bien sonder l'environnement autour du métal. La spectroscopie RMN, c'est une technique de choix lorsque votre système il est diamagnétique.
En particulier, vous allez avoir des informations qui sont inaccessibles par d'autres techniques. Notamment, on va pouvoir finement apprécier quel site de la molécule va se protoner ou quel site de la molécule va coordonner le métal, notamment par RMM. Et on peut ainsi déterminer des schémas de protonation de ligands. On va savoir quand on ajoute un équivalent de proton ou sur quel site va préférentiellement se lier ce proton. Et on peut ainsi suivre, donc, en mesurant le déplacement chimique en fonction du pH de la solution, on peut déterminer les sites de protonation qui se protonent. La spectroscopie RPE peut être utile notamment pour les complexes de cuivre paramagnétiques. Bon, une technique plus confidentielle, c'est le Meuse-Bauer. Ensuite, il y a toute une batterie de techniques qui reposent sur des méthodes de partage et de migration. Alors, une technique beaucoup utilisée, c'est les mesures de solubilité, pour mesurer des produits de solubilité, des KS. L'extraction liquide-liquide, qui a été utilisée beaucoup, notamment à l'échelle des ultratraces, avec des métaux radioactifs. L'extraction solide-liquide, avec des résines échangeuses d'ions, qui est moins utilisée à l'heure actuelle, surtout si elle est couplée avec de la chromatographie. Et on peut aussi utiliser éventuellement de l'HPLC, ça peut aussi marcher dans certains cas. Et en fait, ces techniques chromatographiques présentent un intérêt majeur si elles sont couplées à un détecteur extrêmement sensible, comme un ICP-MS, où vous allez détecter des concentrations du type submicromolaire, voire nanomolaire du métal ou parfois du ligand. Si vous avez par exemple un phosphore dans votre ligand, vous pouvez détecter le phosphore par ICP-MS. Et vous avez les techniques électrophorétiques par électromigration, où là, vous allez appliquer un champ électrique au capillaire dans lequel vont migrer vos différentes espèces. Et donc, vous allez, en plus de déterminer des constantes d'équilibre, la stoichiométrie des espèces, vous pouvez aussi déterminer la charge électrique du complexe qui migre. Et donc, ça peut être très intéressant. Vous avez des informations là sur la charge qu'on n'arrive pas à déterminer par d'autres techniques. Et puis, vous avez d'autres techniques, la mesure tension de vapeur par osmométrie, la calorimétrie de titrage qui permet d'accéder toujours à l'enthalpie de la réaction et dans certains cas également au delta G de la réaction ou au log de K de la réaction. Et puis, vous avez des études cinétiques qui permettent également de remonter dans certains cas à des constantes d'équilibre. Donc, en fait, pour déterminer des constantes d'équilibre, vous avez tout d'abord besoin d'effectuer des mesures de haute qualité. Donc, quand je dis des mesures de haute qualité, ça suppose de faire la traque aux erreurs systématiques. Donc, vous avez besoin, dans un premier temps, de bien connaître la technique que vous allez utiliser pour éviter toutes ces erreurs systématiques. Et une des erreurs systématiques les plus fréquentes qu'on trouve malheureusement, c'est des mesures qui ont été enregistrées hors de l'état d'équilibre. Bien entendu, il faut être sûr que l'état d'équilibre a été atteint. Et dans certains cas, la cinétique du processus de complexation, voire de dissociation du complexe, peut être extrêmement lente. Ça peut prendre quelques minutes, comme ça peut prendre des heures, des jours, des mois. Et si vous avez des cinétiques extrêmement lentes de plusieurs semaines, plusieurs mois, si vous enregistrez votre signal sur 1 ou 2 minutes, vous n'allez pas vous rendre compte que l'équilibre n'était pas atteint. Donc ça peut être une grosse source d'erreur. Bien sûr, il faut aussi faire attention à l'apparition de précipités, notamment au milieu basique, quand vous formez des hydroxydes métalliques qui précipitent. Et souvent, ces précipités, on ne les voit pas à l'œil nu. Et donc, il est toujours recommandé d'utiliser des outils tels que la diffusion de lumière, notamment un pointeur laser, ça marche très bien, pour identifier la présence de particules en suspension dans la solution. Avec l'effet Tyndall, vous allez voir en fait un faisceau lumineux qui traverse le récipient. Alors que lorsque la solution elle est sans particules, vous voyez juste un spot lumineux au niveau de la paroi de verre. Alors, ce qui est toujours intéressant d'effectuer également, notamment quand on fait de la pH-métrie, c'est un titrage aller du milieu acide vers le milieu basique. Et après, on redescend le pH avec de l'acide, on superpose les deux courbes et on s'assure qu'il n'y a pas d'hystérèse entre les deux courbes. Voilà, et il faut absolument exclure des données qu'on va traiter par la suite, tous les points qui sont entachés de ces erreurs, donc des points enregistrés hors équilibre ou en présence de phases solides, donc qui peut conduire à des espèces métastables, à des constantes d'espèces métastables. Il faut toujours utiliser évidemment une instrumentation qui a été calibrée, dont on est sûr qu'elle donne des résultats justes. Voilà. La pureté des produits, un point extrêmement important.
de sel de fond, mais également du métal. Les sels métalliques souvent sont hydratés, donc ça suppose qu'on va déterminer le nombre de molécules d'eau présentes dans votre sel métallique pour avoir une concentration correcte de cette solution. Pour les ligands organiques, souvent les chimistes organiciens, ils vous disent oh, mon produit il est pur. Là, alors évidemment, ils ont fait un spectre RMN, ils ne voient pas de petits pics à côté des pics du produit. Souvent, quand vous allez zoomer dans la ligne de base, souvent on trouve des petites imperfections et 3-4% d'impureté. C'est peut-être bon pour l'organicien, mais pour le chimiste de coordination en solution, ça pose souvent des problèmes. Et par ailleurs, il faut également strictement contrôler tout un ensemble de paramètres qui vont influencer directement la constante d'équilibre. Bien sûr, les concentrations doivent être correctes. La température doit être maintenue constante. Il faut travailler dans une atmosphère exempte de CO2, surtout quand vous faites des mesures de pH, puisque le CO2 se dissout dans l'eau. Et ça va, c'est une base faible. Le carbonate, l'hydrogénocarbonate sont des bases faibles, et donc ça va affecter votre mesure de pH. Et les carbonates complexes, certains cations métalliques. Si vous avez un système qui est redox actif, il faut travailler souvent en boîte à gants pour s'affranchir de l'oxygène, et il faut s'assurer que la force ionique reste effectivement constante tout au long du titrage. Donc pour résumer, vous avez besoin de données non seulement justes, mais également précises. Ensuite, quand vous avez acquis vos données, il faut analyser vos données en construisant un modèle chimique. Donc le modèle chimique, c'est quoi? C'est simplement la liste de toutes les espèces nécessaires pour décrire l'ensemble des équilibres et donc l'ensemble des observations. Donc ça, en fait, c'est au début, on ne connaît pas forcément toutes les espèces présentes, on peut en soupçonner quelques-unes. Donc en fait, on arrive à construire un peu pas à pas notre modèle. Et donc c'est un peu une essai-erreur. Par essai-erreur, on va construire notre modèle à partir d'hypothèses de départ. Donc, on va lister l'ensemble des complexes. Donc, il faut connaître les coefficients stoichiométriques des espèces qu'on suppose se former et les constantes de stabilité correspondantes. Et ça, dans les logiciels d'analyse des données, ça se codifie sous la forme de tableaux avec la valeur initiale de la constante d'équilibre et les coefficients stoichiométriques des différentes espèces. Et donc, ces constantes d'équilibre vont être affinées par des méthodes itératives. Donc, on va, par régression non linéaire en général, analyser les données et affiner progressivement les constantes d'équilibre jusqu'à ce que la courbe passe au plus près donc des points expérimentaux. Alors, comment on choisit ces complexes de départ? Il faut quand même respecter un peu toutes les règles de la chimie de base. Hein. Si vous avez 2 sites de protonation sur la molécule, ça ne sert à rien de calculer un 3e constante de protonation, ça n'a pas de sens. Voilà, donc il faut quand même un petit peu réfléchir à son système et ne pas inventer des espèces qui ont ni queue ni tête. Ensuite, il faut construire un modèle en partant donc des espèces les plus simples. Donc, par exemple, si on fait un titrage par potentiométrie, on mélange une quantité équimolaire de métal et de ligand, on va a priori quand même privilégier des complexes de type MLH, donc, avec un métal, un ligand. Si au contraire, on met un excès de métal par rapport au ligand, on peut raisonnablement penser qu'on va favoriser également des complexes de type dinucléaire, trinucléaire. Si on met un excès de ligand, on peut peut-être favoriser des espèces à 1, 2, 3 ligands. Voilà. Donc, réfléchissons simplement aux lois de Le Chatelier et appliquons la loi de Le Chatelier. Donc, on va complexifier le modèle pas à pas. Hein. Donc, si le premier modèle simple ne convient pas, on va rajouter des espèces jusqu'à ce que la courbe calculée passe parfaitement par les points expérimentaux. Attention, plus on rajoute d'espèces dans le modèle, plus on ajoute de degrés de liberté, plus il y a de paramètres affinés, et meilleur sera l'ajustement. Et à un moment donné, il y a des espèces qu'on entre dans le modèle. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que ce sont simplement des artefacts pour tenir compte un peu d'erreurs aléatoires dans le modèle? Voilà, ça c'est toujours la grosse question qui se pose. Et donc, on applique généralement le principe de parcimonie ou le rasoir d'Occam, qui consiste à dire, si on a 2 modèles qui donnent une qualité d'ajustement des données à peu près équivalente, on va privilégier le modèle qui contient le moins d'espèces. Mais bon, ça reste encore à voir si c'est le bon modèle. Donc là, j'ai traduit ça simplement par ces 2 diagrammes de répartition d'espèces. Donc, c'est un ligand, la désiroxamine B, peu importe, avec le zirconium. Donc, il y a un groupe qui a publié des résultats en 2018 qui montrent la formation d'un modèle de complexe MLH, ML et MLOH.
Donc, un modèle simple à 3 complexes. Voilà. Et puis, la même année, il y a un groupe italien qui a, sur le même système, proposé un système beaucoup plus complexe, un modèle beaucoup plus complexe, avec des complexes dinucléaires, des espèces à 2 ligands, voire à 3 ligands. Qui a raison, ma foi, Alain? À ce jour, personne ne le sait. Il faudrait réétudier ce système par d'autres groupes, d'autres méthodes, et puis essayer d'affiner les choses. Bon, vous avez aussi besoin de données auxiliaires. Donc, si vous traitez, par exemple, déterminer les constantes de stabilité d'un ligand avec le terbium, là, comme je l'ai montré ici, vous avez besoin d'introduire les constantes de protonation du ligand, les constantes d'hydrolyse du métal, la constante d'autoprotolyse de l'eau. Donc, toutes ces constantes doivent être introduites dans votre modèle. Et là, il s'agit de choisir des données qui ont été mesurées à la même température, à la même force ionique et avec le même sel de fond si possible. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, il faut toujours tenir compte des petites erreurs qu'on introduit dans le modèle. C'est des petits biais qu'on introduit. Et essayez toujours, quand vous tirez des données de la littérature, notamment des constantes d'hydrolyse, de prendre un jeu de données auto-cohérent. N'allez pas chercher 2 constantes d'hydrolyse dans un livre et puis une 3e constante dans une autre publication. Ça peut conduire à des grossières erreurs. Voilà, après, il faut traiter les données. On a besoin d'outils numériques pour cela. Donc, on va plutôt à l'heure actuelle privilégier des logiciels dédiés à cette fin, qui utilisent des méthodes de régression non linéaire, parfois avec un schéma de pondération. Donc là, on va discuter un peu de ce schéma de pondération. Il faut éviter les anciennes méthodes graphiques ou de linéarisation, où là, on fait souvent des grossières approximations sur la concentration libre en ligand qu'on ne connaît pas, donc on va l'approximer par la concentration totale. Alors ça marche bien si on a un très large excès de ligand par rapport au métal, mais quand ce n'est pas le cas, voilà, cette condition elle est fausse et puis on conduit à des mauvaises constantes dans la littérature. Il y en a plein dans la littérature de ce genre de constantes. Voilà, en fait, on traite nos données. Une fois que le programme converge, s'il converge, c'est déjà un bon signe, il faut s'assurer qu'on a convergé dans le vrai minimum et non pas dans un minima secondaire. Parce qu'on fait de la régression itérative. Donc, on cherche, en fait, le logiciel, il cherche à trouver un minimum de la fonction d'erreur, de l'écart type, si vous voulez. Donc, voilà. Et donc, s'il trouve un minimum, comme ici, il peut rester coincé dans ce puits et l'algorithme n'est peut-être pas suffisamment performant pour passer cette barrière et trouver le bon minimum. Donc, il faut toujours initialiser les constantes en prenant un jeu de constantes basses, de jeu de constantes hautes et s'assurer qu'on converge systématiquement, quelles que soient les valeurs initiales, dans le même minimum. Il faut aussi éviter de tirer de l'information, plus d'informations qu'on ne peut en tirer, que de l'information qui sont contenues dans vos données. Donc, par exemple, c'est illustré là par une surface d'erreur qui est une sorte de gouttière. Donc, quelle que soit la constante β1 ou β2 que vous allez rentrer, vous allez converger sur une valeur, mais en fait, il y a toute une série de valeurs qui va donner à peu près la même valeur du minimum. Donc là, en fait, il y a une corrélation entre β1 et β2, et en fait, vous pouvez calculer le rapport des constantes de manière correcte, mais pas les constantes individuellement. Alors, comment on estime la qualité de l'ajustement? Vous allez déjà commencer par regarder la valeur de l'écart type de vos résidus, qui doit être de l'ordre de grandeur des erreurs de mesure. Donc, passez un peu de temps quand même à bien apprécier vos erreurs de mesure, par exemple sur le pH, sur la mesure d'absorbance ou sur la mesure de déplacement chimique en RMN, ainsi de suite. Après, on peut aussi regarder l'erreur que vous retourne le calcul sur chaque constante d'équilibre. Donc, sur le log bêta, généralement, on peut difficilement atteindre une précision meilleure que 0,01 unité. Par contre, si elle dépasse 0,1 unité, là, on peut quand même se poser des questions sur la justesse de cette constante, sur la précision de cette constante. Donc, on peut aussi regarder la distribution des résidus, qui doit être la plus aléatoire possible, mais en pratique, c'est souvent difficile. On a toujours des erreurs systématiques qu'on arrivera difficilement à éliminer, des petites impuretés, de l'évaporation au cours du titrage, donc ça fausse le volume total. Vous avez une pointe de burette qui reste dans votre vase de titrage, vous avez de la diffusion tout au long de l'expérience. Donc, plus longtemps dure la manip, plus vous avez d'erreurs systématiques, parce que de la base ou de l'acide diffuse dans votre milieu. L'électrode qui dérive, des potentiels de jonction qui sont mal contrôlés, ainsi de suite. Bon, vérifiez aussi que les paramètres que vous allez affiner, autres que la constante d'équilibre, nous allons le voir dans un instant, quand on traite des données spectrophotométriques, on va aussi affiner le coefficient d'extinction molaire. Donc, si vous calculez des coefficients d'extinction molaire négatifs, vous pouvez vous dire que probablement la constante associée de l'espèce, elle est fausse.
Et puis, on améliore son modèle pas à pas jusqu'à ce qu'on tombe sur un sigma global qui est relativement proche de l'erreur de la mesure. Méfiez-vous aussi, à la fin de votre calcul, des espèces dites mineures. Alors, une espèce mineure, c'est une espèce généralement qui apparaît à moins de 10% dans le diagramme de distribution. Et quand vous avez des espèces mineures, généralement, elles contribuent peu au signal et il est recommandé de les éliminer du modèle. C'est souvent des espèces que j'appellerais un peu alibi, qui servent un peu juste à améliorer, à tenir compte un peu des erreurs systématiques ou des erreurs aléatoires. Et ce n'est pas forcément toujours des vraies espèces. Et parfois, il faut même un peu réduire, éliminer quelques points pour être sûr que ces espèces mineures disparaissent de votre modèle. Donc, toujours garder un œil critique sur vos analyses de données. Alors, une fois que vous avez fait tout ce travail, il faut essayer d'évaluer la robustesse de votre modèle chimique. Comment on peut évaluer la robustesse? Ne vous contentez pas de faire une seule expérience. Bon, déjà, il faut répéter 2-3 fois la manip. Et ensuite, il faut s'assurer en changeant la concentration totale en métal et ou en ligand, et aussi en faisant varier le rapport métal sur ligand, que votre modèle il va toujours analyser, permettre d'interpréter correctement vos nouvelles données. Parce que si on change la concentration totale du métal et ou du ligand, il y a certaines espèces qui vont être privilégiées. Donc, parfois, des espèces mineures, tout à fait, elles deviennent majeures. Vous allez pouvoir avoir, par exemple, un complexe dinucléaire, M2L, qui, dans des conditions 1 pour 1, apparaît à 5-10%, mais quand vous mettez 3 équivalents de métal par rapport au ligand, vous allez avoir cette espèce présente à 30-40%. Et donc là, c'est beaucoup plus facile de déterminer la constante d'une espèce qui devient majoritaire. Et donc, votre modèle, il doit permettre de traiter, il est complet lorsque vous arrivez à traiter toutes vos données enregistrées avec différents rapports métal sur ligand et valeur de la concentration totale. Vous pouvez aussi effectuer des titrages en compétition en rajoutant un autre métal ou un autre ligand pour lesquels les valeurs des constantes d'équilibre sont connues. C'est ce qu'on appelle des déplacements d'équilibre en rajoutant un métal compétiteur ou alors un ligand compétiteur. Donc ensuite, quand vous avez collecté un ensemble de données dans différentes conditions expérimentales, il est toujours bon de regrouper l'ensemble des données et de les traiter de manière globale avec un seul modèle. Et donc, le modèle doit permettre d'interpréter aussi bien les conditions 1 pour 1, les conditions 2 pour 1, des concentrations basses, des concentrations élevées, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez donc vos constantes d'équilibre, essayez de les comparer à des données de la littérature. Et souvent, ce qu'on peut faire, c'est tracer ce qu'on appelle des Linear Free Energy Relationships en anglais, des corrélations d'énergie libre. J'en montre une ici, par exemple. Donc, on a une constante de stabilité d'un complexe métallique en fonction de la constante d'hydrolyse de ce métal. Et vous voyez que pour toute une série de cations métalliques qui balayent quasiment tout le tableau périodique, on a une espèce de tendance linéaire qui se dégage. Et donc là, on a donc tous les points ronds, c'est des données de la littérature. On a mesuré des constantes avec la constante en question avec le thorium avec ce ligand. Le point rouge, c'est notre donnée expérimentale. Bon, je pense qu'on ne s'est pas trop trompé vu que le point il tombe quand même bien sur la droite. Ensuite, une autre approche, c'est d'utiliser d'autres techniques expérimentales. Et donc, certaines techniques vont travailler dans d'autres gammes de concentration, vous apporter d'autres types d'informations. Et j'illustre ça au bas de la diapositive avec le système de l'uranyle avec un ligand qui est la désoxamine B. Donc voilà, ce ligand est schématisé ici. L'ion uranyle, en fait, il est représenté là avec 2 atomes d'oxygène. Là, j'ai juste mis pour simplifier l'atome d'uranium. Donc, on a 3 complexes qui se forment en fonction du pH, des complexes de stoichiométrie MLH3, MLH2 et une espèce qui a une stoichiométrie formelle MLH. Alors maintenant, on peut écrire différentes formes pour ce complexe MLH. On peut supposer qu'on déprotonne, par exemple, un groupe hydroxamate ici. Donc, on aurait une molécule d'eau là et un groupe anionique qui ne se chélate pas. Ou on peut garder le proton sur le ligand et déprotoner la molécule d'eau sur le métal. Et là, en fait, on a 2 formulations possibles, soit MLH2, soit soit MLH, ou alors MOH, LH2. Parce que fixer un anion hydroxyde sur la molécule et 2 protons, ça donne lieu à la même variation de pH dans la solution que si on fixe un seul proton.
Donc là, on est confronté à ce qu'on appelle l'ambiguïté protonique. Et là, la potentiométrie ne permet pas de distinguer ces deux stoichiométries. Donc, on a besoin d'une autre technique. Et là, on a utilisé notamment la spectrophotométrie. Bon, on voit qu'il y a un changement important du coefficient d'extinction molaire quand on arrive sur cette espèce-là de type MOH-LH2 qui suggérait déjà que c'était plutôt le métal qui s'hydrolyse et non le ligand qui se déprotonne. Mais on a pu confirmer cela en utilisant la spectroscopie Raman, notamment avec le mode de vibration UO de l'uranyle qui se déplace en fonction des ligands présents dans le plan équatorial de l'uranyle. Et on a pu clairement montrer que la bande à 804 cm-1 était due à la présence de ce anion hydroxyde dans la sphère de coordination. Par ailleurs, cette spectroscopie Raman, on va travailler des échelles de concentration qui sont de l'ordre de 50 à 100 millimolaires, alors que la potentiométrie, on l'a faite à peu près à 2 millimolaires. Donc, on va privilégier certaines d'autres espèces, et puis on va pouvoir intégrer les différentes bandes, ici, différentes constituants de notre spectre infrarouge, Raman, pardon, intégrer les bandes, calculer les fractions molaires, et directement à partir des données Raman, retracer un diagramme de spéciation point par point, et on voit bien que les points s'alignent parfaitement sur les courbes qui sont tracées à partir des constantes d'équilibre qui ont été mesurées par potentiométrie à des concentrations qui étaient à peu près 50 fois plus diluées. Donc là, on a une preuve que notre modèle qu'on propose, il doit être complet et cohérent. Ah, excuse-moi, Michel. Oui. Est-ce que tu as encore beaucoup de transparence ou est-ce que Oui, j'en ai encore pas mal, malheureusement. Bon, je crois que je vais en sauter beaucoup alors. Un petit peu, s'il te plaît. Alors, bon, tant pis, je vais passer. C'est très intéressant, mais. Je stoppe complètement. J'arrive à la conclusion. Non, bon, désolé. Non, prends quelques minutes encore pour présenter-nous rapidement peut-être les transparents qui te restent. OK. Bon, je vais peut-être sauter directement à la technique de la potentiométrie. Donc, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc, la potentiométrie, donc, on a un vase de titrage, double enveloppe avec de la circulation d'eau pour maintenir la température constante, le couvercle avec un balayage d'argon pour se chasser le gaz carbonique, parce que le gaz carbonique va influencer les mesures de pH. Donc, c'est très important de travailler en absence de CO2 quand on fait des mesures de pH. Toutes les solutions doivent être préparées avec de l'eau ultra pure qui ont été dégazées, saturées en argon et conservées sous une atmosphère d'argon. Bon, et puis la base, on ne la conserve pas dans une bouteille en verre parce qu'on a des silicates qui se forment dans la solution. Et donc, ça crée aussi des perturbations, puisque les silicates, c'est également une base faible. Donc, on va pouvoir ainsi travailler, enregistrer des courbes de titrage. Je vous en ai montré quelques-unes ici. Donc, on voit déjà que la zone tampon ici apparaît à des pH d'autant plus bas que le complexe métallique qu'on forme, il va être stable. Et on peut même dire que dans le cas du cadmium, on a quasiment des pH2, enfin, oui, à peu près des pH2 former la totalité du complexe. 100% du ligand quasiment est complexé. Donc ça pose un gros problème en potentiométrie parce qu'on ne va pas pouvoir déterminer directement la constante de stabilité. Il faudra certainement faire un titrage en compétition avec un autre ligand ou un autre métal pour accéder à cette constante d'équilibre. On voit aussi, qu'on a formé un complexe 1 pour 1, puisque ce ligand, en fait, il va pouvoir piéger fixer 2 protons sur les 2 azotes ici. Voilà, donc ça c'est en noir la courbe de neutralisation du ligand. On a un saut de pH après l'ajout de 2 équivalents de base, donc on a neutralisé 2 protons, et qu'en fait ces 2 protons sont déplacés en présence de cations métalliques, donc pour former un complexe de stoichiométrie 1 pour 1. Donc déjà, en analysant un peu les courbes, visuellement, déjà, on peut tirer pas mal d'informations. Après, on va donner ces données, on va introduire ces données dans un logiciel spécifique d'analyse des données. Donc, on va constituer notre modèle mathématique, là, comme je l'ai présenté précédemment. On entre toutes les espèces de complexes qu'on suppose, les constantes de protonation, les constantes d'hydrolyse du métal, la constante d'autodissociation de l'eau. On va entrer des valeurs initiales raisonnables de ces constantes, bloquer les constantes de protonation du ligand, les constantes d'hydrolyse et l'autoprotolyse de l'eau aux valeurs connues. Voilà, celles-là, on les connaît. Et on va laisser affiner par méthode des moindres carrés non linéaires les constantes inconnues qui sont celles généralement du complexe. Donc, le logiciel, pour cela, doit résoudre le bilan de matière du métal, du ligand et du proton pour des concentrations connues en métal, en ligand et en acide qu'on introduit au départ.
Et donc, on a trois inconnus qui restent, le métal libre, le ligand libre et le proton libre. Une fois qu'on connaît la concentration en proton libre, on calcule évidemment tout simplement le pH et on peut, par itération successive, minimiser la fonction d'erreur qui est donnée ici. Donc, on utilise généralement en potentiométrie, on va utiliser la régression pondérée, où on utilise un schéma de pondération qui tient compte de l'erreur sur l'électrode de pH et l'erreur sur la burette, donc l'erreur sur le volume. Et donc, ce schéma de pondération permet aussi de donner plus de poids aux points les plus intéressants, qui sont les points dans les zones tampons. C'est ceux-là qui contiennent l'information sur la constante d'équilibre. Et les points qui sont dans les sauts de pH, où il y a beaucoup d'erreurs, en général, c'est difficile, une légère erreur sur le volume va introduire une très forte erreur sur le pH. Donc ça introduit beaucoup d'incertitudes dans les données, et d'autant plus que ces points-là ne contiennent aucune information sur la constante d'équilibre. Donc, on va plutôt minimiser l'importance des points dans les sauts de pH avec un schéma de pondération correct. Et donc, si on utilise la régression pondérée, la valeur cible de l'écart type des résidus qu'on cherche à obtenir, c'est à peu près 1. Donc, voilà, on va pouvoir évaluer simplement avec la valeur du sigma, les résidus, ainsi de suite, si notre affinement est bien fait ou non. Et là, je vous donne simplement 2-3 programmes qui sont, je dirais, faciles d'utilisation et dédiés à cette tâche. Voilà, donc, vous pouvez, donc ça présente beaucoup d'avantages, hein, la potentiométrie, notamment d'avoir des constantes d'équilibre. Généralement, c'est la technique qui donne les meilleures constantes d'équilibre, les plus fiables, les plus précises. L'erreur sur une bonne constante, elle est de l'ordre de 1/100e d'unité log. On peut mesurer des pH sur des constantes sur une très large gamme, comprise à peu près entre 2 et 11 unités logarithmiques. Certainement l'une des rares techniques qui permet de balayer une gamme aussi large. Voilà. On connaît le degré exact de protonation de son complexe, puisqu'on résout le bilan de matière sur le proton. Et on a de l'instrumentation automatique à l'heure actuelle de haute précision qui permet de bien travailler. Et on peut facilement coupler la potentiométrie à d'autres techniques analytiques, notamment les techniques spectroscopiques. Bon, il y a quelques limitations, évidemment. La gamme de concentration, elle est relativement limitée. Hein. On est contraint de travailler à l'échelle millimolaire. Il faut se méfier des réactions lentes, parce qu'on ne va pas attendre plus que 30 minutes entre deux ajouts de base, et puis il faut typiquement enregistrer au moins une cinquantaine de points, voire plus, une centaine de points. Donc, ça peut prendre tout de suite des heures et des heures si la cinétique elle est lente. Donc, ça s'adapte bien aux cinétiques rapides. La gamme de pH utilisable, c'est entre 1,8 et 12. C'est la gamme d'utilisation des unités des électrodes de pH. Évidemment, il faut que la molécule échange des protons ou fixe des protons, ou se déprotonne, ou voilà, sinon on ne peut pas utiliser cette technique, ça c'est clair. Excuse-moi, Michel. Oui. Excuse-moi, Michel, est-ce que tu peux résumer maintenant? Voilà, donc je vais sauter beaucoup de choses, je suis désolé. Oui. Donc j'avais pas mal de choses. Donc je vais finir je vais arriver à ma conclusion. Donc ma conclusion, c'est toujours, si vous voulez mesurer des constantes d'équilibre, c'est faire passer beaucoup de temps et d'efforts à utiliser une bonne technique. Donc, ça veut dire bien connaître sa technique analytique, bien connaître ses limites, ses performances, utiliser donc des bons outils analytiques de bonne qualité, utiliser des solvants et des produits, des réactifs très purs. Construire un modèle, c'est toujours une tâche un peu délicate. Il faut se fier à des facteurs statistiques. Bon, on peut parfois avoir plusieurs modèles qui permettent d'ajuster correctement ces données. Donc, il faut vérifier la robustesse de son modèle en changeant le plus possible les conditions expérimentales, en utilisant une approche multitechnique, et n'hésitez pas à partir en collaboration avec des experts des techniques qui vous manquent, et essayez aussi de vérifier la validité de vos constantes d'équilibre en utilisant par exemple des corrélations d'énergie libre. Donc, c'est un travail parfois un peu ardu, c'est là où vraiment l'imagination et le cerveau doivent travailler. Donc, essayez d'aller le plus loin possible dans l'interprétation de vos données. C'est ça qui va aussi vous aider à vérifier si vos données sont correctes ou pas. Gardez toujours un œil critique sur vos analyses. Et puis, à l'heure actuelle, je pense que déterminer des constantes d'équilibre, ça ne consiste plus simplement à remplir des tableaux de nombres et de chiffres et puis à garnir les étagères des bibliothèques de publications. Je pense qu'il faut déterminer des constantes, c'est toujours très utile, mais toujours en gardant en esprit qu'il y a une application
derrière. Donc, utiliser ces constantes d'équilibre pour vraiment essayer de résoudre un problème technologique concret. Essayer de, par exemple, sélectionner le ligand le plus adapté à une application donnée. Voilà. Donc, pour ça, on détermine des constantes d'équilibre. On calcule des diagrammes de spéciation et puis dans des conditions qui reflètent l'utilisation de la molécule par la suite. Et ça va permettre de dire si la molécule est adaptée ou non. Voilà, donc ce domaine de la chimie, je trouve qu'il est actuellement dépourvu de forces vives, surtout chez les plus jeunes. Et on a vraiment besoin de nouvelles forces vives pour donc de plus en plus de gens devraient s'intéresser à ces constantes et à ces mesures de constantes. Et puis voilà. Donc j'invite fortement les plus jeunes d'entre vous à vous intéresser à ces techniques qui sont un peu vieillottes. Pour certains, qui datent des années 1940, mais qui donnent toujours des résultats dont on a fortement besoin à l'heure actuelle pour résoudre des problèmes technologiques. Voilà, je m'arrête là et je suis désolé d'avoir un peu dépassé mon temps. Oh oui, merci Michel. Oui, ben, c'était très intéressant. Oui, malheureusement, il t'a manqué quelques minutes là. Ouais. Bon, on va peut-être avoir le temps tout de même pour quelques questions. Est-ce que j'en ai pas vu là qui sont encore arrivés? Ah, Jean-Charles Torntin a une question. Oui, j'ai une question. Bonjour Jean-Charles. Merci Michel, merci Jean-Pierre. Oui, très intéressant. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. J'apprends plein de choses. Je ne suis pas du tout de ce domaine-là. Je ne suis pas un expérimentateur, je suis plutôt un théoricien. Et encore, théorie, c'est beaucoup de mots, beaucoup dire. Hein. Jean-Pierre l'a beaucoup plus que moi encore. Mais non, alors ma question, donc l'idée, c'est effectivement d'atteindre des applications. Mais les applications, moi, il y a un point que j'ai appris là et qui m'a un petit peu fait réfléchir, c'est l'histoire du sel de fond. C'est qu'au bout du compte, toutes ces mesures, elles sont faites en présence d'un sel donné. Oui. Comment peut-on du coup les extrapoler vers d'autres systèmes qui sont peut-être ceux de l'application, ou est-ce qu'il faut refaire la mesure à chaque fois? Alors, bon, c'est un point important. Alors, le sel de fond, il est indispensable, je dirais, pour les mesures. Certaines techniques, d'ailleurs les méthodes électrochimiques, ont besoin du sel de fond pour fonctionner. Il faut assurer la conductivité électrique de la solution. Si vous faites de la polarographie, il faut absolument avoir un sel de fond présent. C'est aussi un peu le cas pour les mesures de pH d'ailleurs. Voilà. Alors après, évidemment, idéalement, il faut trouver la concentration du sel de fond qui se rapproche le plus possible de l'application. Alors, ce n'est pas toujours facile. Donc, on peut extrapoler effectivement. Donc ça, je ne sais pas si j'ai quelques diapos supplémentaires. Si, j'en ai quelques-unes ici. Voilà. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est on mesure la constante d'équilibre à une force ionique donnée. Préférentiellement, il faudrait le faire, bon, ça fait beaucoup de travail, on ne le fait pas toujours, à plusieurs forces ioniques. Donc après, on peut, à partir de ces constantes d'équilibre apparentes à plusieurs forces ioniques, extrapoler la constante à force ionique nulle en modélisant les facteurs d'activité avec ces fameuses équations, l'équation de Scatchard, ou les équations de Davis, l'équation SIT, le Specific Interaction, Ion Interaction Theory, donc qui permet d'aller jusqu'à peu près 3,5 molal, ou le modèle de Pitzer quand vous êtes à des concentrations beaucoup plus élevées en sel. Voilà, ça vous permet d'estimer à peu près de manière assez fiable les facteurs d'activité. Et ensuite, vous pouvez extrapoler votre constante mesurée à une molalité de sel de fond donnée à force ionique nulle. Et ensuite, de là, vous pouvez, avec certains logiciels, en paramétrant correctement ces équations-là qui permettent d'estimer les facteurs d'activité, recalculer la force ionique de votre activité réelle que vous avez dans votre milieu d'intérêt pour l'application pratique, et donc corriger ainsi les constantes d'équilibre. C'est ça. Donc on fait l'hypothèse que c'est la force ionique qui est le facteur principal qui décrit cette coefficient. Alors la force ionique, elle a une influence qui est de loin pas négligeable. Ça peut être plusieurs unités de log. Oui, tout à fait. Mais je dirais que, de mon point de vue, qui connaît un petit peu plus Alors après, il y a la nature du sel de fond, c'est peut-être ça votre question.
Non, enfin, moi, je connais bien les modèles de coefficient d'activité et de coefficient de fugacité, les équations d'état et ces modèles-là. Et donc, voilà, nous, on étudie les interactions entre espèces et donc on voit que voilà, les interactions dispersives, répulsives peuvent avoir des importances également, voilà, qui peuvent, voilà, il n'y a pas que la constante diélectrique et la force ionique. Maintenant, voilà, je connais peu Après, ce type de système-là, et donc dans ce type de système, c'est peut-être effectivement ce qui est prépondérant. Alors, vous voyez, en fait, toutes puis, ces faut simplifier. équations-là, bah, c'est des équations intervenant à la force ionique, c'est toujours le terme de Bayukel. Donc après, Oui. vous rajoutez des termes correctifs qui, eux, dépendent juste de la concentration des différents ions. Ouais. Ça, c'est des termes qui… Enfin, pardon. Ça devient empirique. Je vais prendre mon pointeur. Donc, ce terme-là, il décrit en fait les interactions spécifiques entre paires d'ions. Si vous prenez de charges opposées, si vous prenez le modèle de Pitzer, vous pouvez même tenir compte de triplets d'ions ou des interactions entre ions et molécules neutres, ainsi de suite. Ouais. Mais bon, en fait, le terme généralement qui prédomine quand même, c'est le terme de Bayukel. Hein. Les ordres de grandeur, vous les récupérez généralement avec ce terme-là, le terme de Bayukel. Voilà. Après, la nature même du sel de fond peut jouer un rôle important. Hein. Voilà, c'est un petit peu si le votre fond de ma milieu question. d'études d'intérêt, c'est l'eau de mer, n'utilisez pas du perchlorate de sodium comme sel de fond, allez directement avec le chlorure de sodium comme sel de fond, c'est évident. Voilà. Vous n'utilisez jamais les méthodes, parce qu'il y a des méthodes plus ou moins prédictives. Aujourd'hui, on parle d'ab initio, de méthodes quantiques, de méthodes voilà, qui ne sont pas expérimentales, mais enfin, disons qu'elles sont quand même bien évoluées, ces méthodes-là. Est-ce que vous les utilisez un peu aussi pour vous confronter, on va dire, avec les résultats? Alors, bon, calculer des constantes d'équilibre avec des méthodes de type DFT, bon, voilà. Oui, je sais qu'il y a des choses qui se font dans ce domaine. Je pense qu'on est quand même encore assez loin. Bon, il faut avoir une série bien homogène. Enfin, voilà. Bon, je dirais, ça reste quand même assez loin souvent de la valeur réelle qu'on mesure. En revanche, la modélisation, elle est beaucoup utilisée, je dirais, pour apporter des informations structurales, mais aussi des informations. Alors, on peut optimiser la structure d'un complexe et après, de là, essayer de trouver un lien pour discuter de nos constantes de stabilité. Mais aussi, on peut calculer les propriétés de ces molécules une fois qu'on a optimisé la structure. Je pense notamment à des travaux qui ont été faits à Lille sur des complexes d'uranyle où on a toute une série de mesures de spectres d'émission de fluorescence de l'ion uranyle avec différents types de ligands. Ces complexes, la structure des complexes a été optimisée par des calculs DFT, assez poussés d'ailleurs, et faire du TD-DFT qui permet en fait de calculer les spectres d'émission. Et après, on compare le spectre d'émission calculé avec le spectre d'émission expérimental qu'on a affiné en faisant des titrages. Donc ça vous permet après d'identifier parfois des espèces que vous avez dans vos titrages et donc de conforter vos modèles. D'accord. Voilà, donc par exemple, on a travaillé sur un système au laboratoire. Bon, je sais pas, j'en ai peut-être montré j'avais montré la molécule de, la décéroxamine B. Il doit bien en avoir une quelque part qui est montrée, là, une molécule de décéroxamine B. Bref, si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Si, voilà. Voilà, donc en fait, si vous prenez juste la molécule simple, juste le groupe chélateur ici, là, voilà, en fait, vous avez une isomérie cis-trans, par exemple. Voilà, cette molécule existe sous deux formes. Ça, c'est la forme cis, mais la molécule peut tourner autour de cette liaison CN, et vous avez la forme trans. Elles n'ont pas la même stabilité, ces deux formes, cis et trans. Donc, vous avez un équilibre entre les deux formes. Les théoriciens ont calculé l'énergie de la forme cis, l'énergie de la forme trans. Malheureusement, expérimentalement, la différence d'énergie, elle est de l'ordre de quelques kilojoules par mol. Donc, par DFT, on rentre juste dans la marge d'erreur d'un DFT. Donc, dire quelle est la forme la plus stable simplement en regardant le delta G qu'on calcule, on se trompe à chaque fois ou presque. Donc, une autre approche, c'était de calculer le déplacement chimique par des méthodes de DFT des substituants portés par l'azote ou par le carbone. Et donc là, une fois que vous avez calculé le déplacement chimique RMN de vos signaux qui ne sont pas les mêmes quand vous êtes en forme trans qu'en forme cis, vous pouvez comparer ça à l'expérience, identifier dans vos spectres expérimentaux que effectivement c'est la forme trans qui prédomine en solution parce que vous savez
vous savez donc à quel ordre apparaissent, à quel déplacement chimique doivent apparaître vos différents signaux. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser aussi les calculs. Plutôt, moi, je pense que c'est plutôt une aide à identifier les espèces à introduire dans votre modèle. Plutôt que de calculer une constante d'équilibre et puis se fier à cette constante d'équilibre, je pense que là, on en est encore loin. Parce que bon, on travaille en phase gaz, hein, quand on minimise les modèles de solvatation implicites, bon, ils valent ce qu'ils valent. Et des modèles explicites, c'est très lourd en calcul encore. Donc, ça, c'est quand même encore une limitation de ces méthodes de chimie théorique. Merci bien. Bon, eh bien, je crois qu'on va maintenant passer à la présentation suivante. Merci, Michel, pour ta présentation et les réponses à tes questions.